Le droit français de l'environnement est un droit récent. La première date que je voudrais citer, c'est la loi du 10 juillet 1976 pour la protection des espaces naturels et des paysages, des espèces animales et végétales, des équilibres biologiques et des ressources naturelles. C'est cette loi qui, pour la première fois, a affirmé que leur protection était d'intérêt général. Et c'est à partir de cette loi que de nombreuses lois ont été adoptées dans les années suivantes, que ce soit à propos de l'air, de l'eau, de la protection du littoral, de la protection des espaces contre le bruit ou sur les déchets, enfin de très nombreuses lois sur des thèmes précis. La deuxième date que je voudrais mentionner, c'est l'année 2000. C'est en l'année 2000 qu'a été créé le Code de l'environnement qui a rassemblé 41 lois qui avaient été adoptées dans les années précédentes. Ce Code de l'environnement est organisé selon plusieurs livres. Il a un premier livre qui pose des principes généraux quant à la protection de l'environnement, sur sa réparation et la réparation des dommages. Et ensuite, il se décline en divers livres selon la nature des risques qui sont concernés, que ça concerne l'eau, que ça concerne l'énergie nucléaire, que ça concerne les déchets. C'est une codification qui a été faite, comme on dit, à droit constant, c'est-à-dire qu'elle a rassemblé et organisé dans un même code les lois existantes sans pour autant en modifier le sens ou le contenu. La troisième date qui me paraît importante de mentionner, c'est l'année 2005. En 2005, la Charte de l'environnement, qui avait été adoptée par le Parlement, a reçu une valeur constitutionnelle. Cette charte a inscrit donc au niveau constitutionnel la protection de l'environnement et a énoncé les principes essentiels qui existent en la matière, c'est-à-dire les principes de prévention, le principe de précaution, le principe pollueur-payeur, et qui a prévu également que les personnes du public avaient le droit à l'information et notamment accès aux informations détenues par les autorités publiques sur l'environnement et qu'elles avaient également un droit à participer aux décisions relatives à l'environnement. Mais, comme je le disais, c'était un droit récent, mais c'est un droit qui est encore en constante évolution. Depuis 2005, de nombreuses lois ont été adoptées et en dernier lieu, une loi de 2016, dont je parlerai tout à l'heure. En bref, les mécanismes du droit de l'environnement font le plus souvent appel au droit administratif, puisque ce droit de l'environnement va imposer aux personnes qui exercent des activités, notamment industrielles ou agricoles, de prendre des mesures de prévention, des mesures à leur imposer notamment de faire diverses choses pour éviter que se produise une pollution. Et le contentieux qui va se passer entre l'administration qui a imposé ces restrictions ou ces obligations et la personne qui exploite va relever du droit administratif. Or, en France, le droit administratif relève d'une juridiction supérieure qui s'appelle le Conseil d'État. La Cour de cassation, pour sa part, qui est une cour supérieure également, est distincte du Conseil d'État car elle ne fait que juger les affaires de droit privé, c'est-à-dire de droit civil, par exemple, ou encore de droit pénal pour l'application du droit pénal. Et c'est donc sur ces deux matières, ou du moins sur la matière du droit civil que je vais parler maintenant, qui seule relève de la Cour de cassation, qui va avoir à appliquer des notions qui relèvent du droit de l'environnement et donc du droit public. La mise en œuvre, donc, alors je vais évoquer deux situations particulières, notamment
en ce qui concerne l'application entre des personnes de droit privé de ces notions de droit public. La première affaire que je vais évoquer concerne le droit, la réglementation sur les déchets. Cette réglementation est française, mais elle résulte également d'une directive européenne, c'est-à-dire d'une directive de l'Union européenne qui a été transposée en droit français. Il y a une dizaine d'années, un pétrolier qui avait été affrété par la société pétrolière Total a transporté une cargaison de fioul lourd pour l'emmener en Italie. Malheureusement, le pétrolier a fait naufrage et des dizaines de milliers de litres de fioul lourd se sont déversés sur les plages de France. La question qui se pose, c'est de savoir si le pétrole qui s'est déposé sur ces plages est un déchet et qui peut être considéré comme le détenteur de ce déchet, car selon la loi française, c'est le détenteur du déchet qui doit procéder à son élimination. La Cour de cassation a été saisie du litige car des communes françaises qui avaient été polluées avaient été en partie indemnisées par des mécanismes d'indemnisation internationale, mais ces indemnisations ne couvraient pas leur entier préjudice. Donc la volonté de ces communes, c'était de pouvoir retenir la responsabilité de la compagnie pétrolière qui avait vendu le pétrole et qui avait ensuite affrété le navire parce que ces compagnies pétrolières avaient une surface financière suffisante pour les indemniser. Les actions qu'elles ont intentées contre cette compagnie pétrolière, en première instance, puis devant la Cour d'appel, ont échoué car la question qui était posée, c'était de savoir si ce qui se déposait sur les plages était encore en possession, en réalité, de la compagnie pétrolière qui l'avait vendue et qui l'avait mise sur un bateau. La Cour de cassation a été saisie de cette question, elle a interrogé la Cour de justice de l'Union européenne et à la suite de cette consultation, elle a considéré que si le fioul, lorsqu'il est entré dans le bateau, n'était pas un déchet puisqu'il pouvait être exploité pour être brûlé, en revanche, ce fioul, lorsqu'il s'était mélangé à l'eau et au sable, était devenu un déchet. Et nous avons considéré que la compagnie pétrolière qui avait produit ce fioul et qui l'avait vendu et qui l'avait ensuite mis sur un bateau avait contribué, avait pris au risque de pollution lorsqu'il avait affrété le bateau parce qu'il avait choisi un bateau qui n'était pas de bonne qualité et qui, à la suite d'une tempête, n'a pas résisté. Et nous avons considéré qu'il pouvait être considéré comme le détenteur antérieur de ce fioul qui était devenu un déchet. Donc c'était une des affaires importantes dans lesquelles la Cour de cassation a fait application de cette notion de détenteur qui était une notion qui est contenue dans le droit public de l'environnement. La deuxième affaire, ou nature d'affaires que je voudrais évoquer, est celle de la réglementation de ce qu'on appelle les installations classées. Depuis plus de 2 siècles, puisque la première réglementation date de 1810, toute personne qui veut exercer une activité industrielle ou agricole créant des nuisances doit obtenir une autorisation du pouvoir public lorsqu'il y a un risque de pollution important. Et pour obtenir cette autorisation, les pouvoirs publics imposent à l'exploitant de prendre un certain nombre de mesures de prévention notamment, de faire des travaux, etc., etc. Et cette réglementation prévoit notamment que lorsque l'exploitant termine son activité, qu'il y met fin définitivement, il a l'obligation de dépolluer le terrain. Et autant cette question ne pose pas de difficulté lorsqu'il s'agit d'un conflit entre l'autorité publique et
l'exploitant lui-même. La question est plus délicate lorsqu'elle se pose entre deux personnes de droit privé, par exemple l'exploitant et la personne à laquelle il a vendu le terrain, ou le propriétaire du terrain et une personne à qui il a été vendu. La Cour de cassation a considéré que cette notion d'obligation de dépolluer imposée au dernier exploitant était une obligation légale et que dans un rapport de droit privé, il n'était pas possible au dernier exploitant de ne pas respecter cette obligation de dépollution, par exemple par l'adoption d'une clause de non-responsabilité. L'obligation de dépollution est une obligation d'intérêt public et donc il n'est impossible à un dernier exploitant de se débarrasser de cette obligation par une clause d'exclusion. C'est donc dans un autre domaine de la réglementation sur le droit de l'environnement que la Cour de cassation en matière civile a considéré que cette obligation était impérative et qu'on ne pouvait pas y déroger. C'est donc deux affaires qui me paraissent importantes pour l'application en matière civile du droit de l'environnement. Alors il y a d'autres affaires qui viennent devant la Cour de cassation en matière civile entre des particuliers et notamment en dehors du champ particulier, comme je disais, du droit des installations classées ou de la question des déchets. Et dans ces autres affaires, ce sont les règles du droit civil pur qui s'appliquent. Il n'y a pas, jusqu'à présent, dans le Code civil français, de dispositions de responsabilité civile particulières pour le droit de l'environnement. Les règles qui sont appliquées par la Cour de cassation en matière civile dans ces matières sont les règles classiques du droit civil, c'est-à-dire la responsabilité contractuelle qui, pour être mise en œuvre, suppose que l'on a violé le contrat, ou la responsabilité délictuelle qui suppose que l'on a commis une faute à l'égard d'un tiers, et donc qui retient le schéma classique de la faute, du dommage et du lien de causalité entre ces deux choses. Et pour l'instant, nous ne sommes pas sortis de ce schéma classique de responsabilité. Alors, je ferai cependant une petite exception. La jurisprudence a créé au fil des années ce que l'on appelle la théorie du risque anormal de voisinage. C'est une théorie selon laquelle la vie humaine avec des voisins suppose qu'il y ait forcément des nuisances, que ce soit un peu de bruit, que ce soit éventuellement quelques petits inconvénients de voisinage. Mais cette construction jurisprudentielle a retenu que lorsque ce trouble devient anormal, par exemple si vous mettez chez vous la radio extrêmement fort, ce qui fait que le bruit de la radio va traverser les murs et va empêcher votre voisin de dormir, on considère que c'est un trouble anormal. Et dans cette matière, on ne va pas retenir la notion de faute, on va retenir la notion d'imputabilité. Est-ce que ce trouble provient de mon voisin et est-ce qu'il est anormal? Donc on est dans une notion, dans une recherche qui est tout à fait différente, on est presque dans une responsabilité objective. La question n'est pas de savoir si le voisin a commis une faute ou s'il a violé telle ou telle loi, la question est de savoir si le bruit qui me dérange est excessif et s'il provient de mon voisin. Alors c'est une technique qui n'a pas été retenue spécialement pour le droit de l'environnement, mais cette technique est utilisée très fréquemment en ce domaine. Alors je faisais allusion tout à l'heure à une loi de 2016. Cette loi de 2016 a introduit 5 articles, je crois, dans le Code civil français, qui est relatif au préjudice écologique. Et au-delà de la définition de ce préjudice écologique, qui est un préjudice écologique pur, la loi a énoncé très précisément
tout responsable d'un préjudice écologique est tenu de le réparer. Et, comme je vous le disais tout à l'heure, le droit de l'environnement est un droit évolutif, c'est-à-dire que très souvent, de nouvelles lois viennent le compléter, le faire évoluer. Or, j'observe que dans cet énoncé de principe, tout responsable d'un préjudice écologique doit le réparer, on ne parle absolument pas de savoir s'il y a une faute qui est à l'origine de cette responsabilité, ou si simplement, comme pour le trouble anormal de voisinage, c'est simplement une question objective et d'imputabilité. Donc, comme je le disais, ces articles ont été introduits très récemment dans le Code civil français, et la Cour de cassation n'a pas eu l'occasion encore de donner son interprétation de cette loi. La loi parle de responsable. Est-ce que la Cour de cassation va lui donner un sens qui ira vers une responsabilité écologique objective, comme on dit, c'est-à-dire retenir que la responsabilité va être uniquement fondée sur une question d'imputabilité? Est-ce que la pollution est due à monsieur un tel? Ou est-ce qu'elle va se maintenir dans sa jurisprudence actuelle, qui est une responsabilité pour faute, c'est-à-dire soit violation d'un contrat, soit, par exemple, le fait d'avoir commis une faute en particulière qui doit être prouvée pour que la responsabilité de l'auteur de la pollution puisse être retenue. C'est une question qui est ouverte et je pense qu'il faudra être très attentif dans les années prochaines pour voir quel sens la Cour de cassation statuant en matière civile va donner à cet article. Qu'est-ce que c'est qu'un responsable? Est-ce que c'est quelqu'un qui a commis une faute? Ou est-ce que c'est simplement quelqu'un qui est l'auteur de la pollution, abstraction faite de toute idée de faute? Voilà, j'ai terminé.